Très heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette édition d'information de Niata TV de 19h. Voici les titres. Le Premier ministre a rencontré des regroupements politiques au cours d'une série d'audiences. Il a également lancé des épreuves du baccalauréat ce lundi matin. L'agence de voyage au groupement Halouda a fait visiter à ses pèlerins les lieux saints de l'islam et des endroits historiques. En RDC, le président du Sénat a demandé le départ des soldats de l'ONU, la MONUSCO. Nous démarrons ce journal avec une série d'audiences que le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a accordé aux hommes politiques. Il s'agit du pôle politique du consensus et les partis politiques non alignés. Ils ont été reçus dans la salle de réunion de la primature. Tous ces deux regroupements ont réaffirmé leur soutien à la transition. Suivant les détails avec Abdou Ouattara. Le pôle politique du consensus et les partis politiques non alliés comprennent 27 formations politiques qui ont tenu à exprimer diversement leur reconnaissance aux efforts fournis par le gouvernement de transition. Le président du PPC a fait savoir que son regroupement ne soutient pas seulement la transition, mais qu'il est aussi comptable de la gestion de la transition. Son soutien va au-delà d'un simple mot. C'est pourquoi Jamil Bitar appelle aux retrouvailles des forces du changement pour donner un sens à leur combat. À ce propos, il a soutenu que les élections communales, celles des législatives, les régionales et l'élection présidentielle sont des échéances à privilégier pour faire un front commun. Le président Bitar a parlé de l'écho de la voix des leaders des différents partis du PPC, en soulignant que les 10 regroupements souhaitent prendre part aux activités énoncées par les pouvoirs publics. Il a rappelé également les grandes décisions de sa tendance. Il s'agit entre autres de la sortie du Mali des instances de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, du G5 Sahel et de la francophonie. Jamil Bitar a également demandé de décréter l'état d'urgence, toute chose qui nécessite à tir martelé le renforcement du contrôle sur les axes routiers et au niveau des frontières. Au nom des femmes, Mme Safi Koumaré a rendu un vibrant hommage au Premier ministre. Nous réaffirmons notre engagement, notre soutien, notre accompagnement pour un Mali souverain et indépendant, a-t-elle déclaré. Quant aux partis politiques non alignés qui n'étaient pas en phase avec la transition au tout début, ils disent maintenant inscrites leur action dans le cadre du soutien aux autorités. Tels sont les propos tenus par le président Aboubacar Diallo, qui a aussi sollicité le Premier ministre pour l'implication des centristes, la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, la lutte contre la corruption, l'organisation d'élections crédibles et transparentes, ainsi que la mise en œuvre intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation pour dénoncer les dictats des organisations sous- et régionales. Nous avons résisté à l'embargo grâce au soutien des Maliens, a reconnu le Premier ministre, s'adressant particulièrement au PPC. Il dira que ce mouvement a contribué à la réussite de la transition. Il y a des choses que vous demandez et sur lesquelles le gouvernement ne vous répond pas, mais le temps finit par vous donner raison, a relevé le Premier ministre Maïga, tout en exhortant ses interlocuteurs à s'inscrire dans un large front commun pour rendre le processus de changement irréversible. Le Premier ministre a lancé ce lundi 18 juillet 2022 les épreuves du baccalauréat session de juillet 2022 au lycée Boulagui Fadiga de Misra. Dr Choguel Kokala Maïga a transmis aux candidats les encouragements du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta et de l'ensemble des Maliens. Toute la République compte sur vous. L'avenir du Mali, c'est vous. L'éducation occupe un ordre de priorité élevé, a souligné le Premier ministre avant de souhaiter bonne chance à tous les candidats. À noter que cette année, ce sont 192 442 candidats qui concourent au baccalauréat et dans 424 centres d'examen sur tout le territoire.
Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Youssoufou Bathily, est en ce moment à Dakar pour rencontrer les partenaires du port du Sénégal afin qu'ils emboîtent le même pas des responsables du port autonome de Dakar qui ont renoncé aux frais de magasinage liés à l'embargo imposé à notre pays depuis le 9 janvier dernier. Avant son envol pour Dakar, Youssouf Bathily s'est confié à la télé Nieta sur les images de Moussa Diallo, suivant son intervention. Début du mois de juin, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et les conseils maliens des chargeurs, conseil malien de transport routier et les chambres d'agriculture, les chambres consulaires ont mis une commission au niveau de la Chambre de commerce, une commission de recensement des marchandises en souffrance aux différents ports. Cet rapport a été produit. Si la demande de ces chambres consulaires à travers la Direction nationale des transports ou les entrepôts maliens au Sénégal ont approché les autorités sénégalaises, le port, pour leur demander de renoncer les frais des magasinages ou des séries liés à l'embargo imposé à notre pays depuis le 9 janvier. Vous le savez, la semaine dernière, les directeurs commerciaux ou les partenaires, en tout cas le directeur commercial avec ses collaborateurs étaient là pour informer les hommes d'affaires que le port de Dakar a décidé de renoncer les taxes liées à l'embargo des 7 janvier au 3 juillet. Donc même les frais qui ont été payés pendant ces périodes, ils se sont engagés à rembourser. Mais il serait bon d'informer les populations ou en tout cas les hommes d'affaires. Ces renonciations-là, c'est des taxes liées à des marchandises conventionnelles. Beaucoup ne connaissent pas cette différence. Tous les conteneurs ne font pas partie. C'est que les plateformes de port, le port a décidé de renoncer par rapport à leur plateforme. Mais les partenaires de port comme les DP World, des Maïsline, des SMC et Bolloré, bref, les clubs des armateurs, ils ne font pas partie. Donc nous avons décidé d'effectuer une mission à Dakar du 18 au 23 pour aller discuter avec les partenaires de port pour qu'ils empruntent aussi les mêmes pas que le port a fait, de renoncer les taxes liées à l'embargo de période 7 janvier au 3 juillet pour leur faire comprendre si elle n'est pas notre volonté, c'est pas parce que ce n'est pas nous. Ils ont un délai de franchise de 21 jours, mais au-delà de ça, il y a les taxes à payer, magasinage, sur des séries, mais c'est pour leur faire comprendre que cette situation exceptionnelle, cet retard ou en tout cas cette fait-là ne nous encombre pas. La deuxième étape serait d'Abidjan aussi. Comme vous le savez, c'est les deux corridors qui ont autour de 90% de nos trafics pour aller faire aussi les mêmes démarches auprès des autorités portières d'Abidjan et les partenaires des ports autonomes d'Abidjan aussi. Ensuite, on va voir les autres corridors comme Conakry, Nouakchott, Lomé, Bénin et puis Tema. La flambée des prix des denrées alimentaires et de plusieurs produits de grande consommation au niveau des boutiques les alimentent toutes les discussions dans la capitale et sur les réseaux sociaux. La plupart des produits connaissent une hausse qui ne laisse pas les citoyens indifférents. Pour en parler, nous avons rencontré Madame Sidibé Rozo Doumbia, alias Madame Combatro la vie chère, présidente de l'association Sigida Nieta. Selon elle, ce sont les femmes qui payent le prix fort dans cette situation.
Je m'adresse aux commerçants détaillants d'avoir la crainte d'Allah, avec la levée de l'embargo, de baisser le prix des produits. Certains commerçants me font des réductions, mais moi j'aimerais qu'ils fassent pareil pour les 20 millions de Maliens. Il y a des commerçants qui aiment faire beaucoup de bénéfices. Pendant le Ramadan jusqu'à maintenant, on achète le mil à 500 francs le kilo. Pourquoi? Les boutiquiers à 90% aiment faire beaucoup de bénéfices. On achetait le sucre à 600 francs le kilo avec l'embargo. La vie chère impacte beaucoup sur les femmes, car beaucoup de femmes prennent en partie les charges de la famille. Les prix des produits ne sont pas fixes au Mali. Chacun maintient le prix qu'il arrange. Même le prix de l'œuf a augmenté, le prix de l'huile également. C'est vraiment difficile pour les femmes de faire le marché en ce moment. Après l'accomplissement du 5e pilier de l'islam, l'agence de voyage groupement Al-Ouda, d'Azili Voyage et Nour Ouda ont fait visiter à leurs pèlerins des lieux saints et des endroits historiques de la confession musulmane. Chose promise, chose vue. L'agence de voyage au groupement Al-Ouda, d'Alizi Voyage et Nour Ouda, plus tant d'autres agences avaient promis à ces pèlerins qu'après Aïdjo, ils visiteront des lieux saints de l'islam. Après le Aïdjo, les pèlerins de ces différentes agences ont eu la chance de visiter la grotte dans laquelle le prophète et ses compagnons se sont dissimulés pour échapper aux atrocités des Mekwa. Au cours des travaux du Aïdjo de cette année, les pèlerins ont passé par Mina, Arafat, Mustalfa et beaucoup d'autres lieux saints. Mais l'agence Al-Ouda a fait revisiter ces lieux avec ses pèlerins afin de mieux présenter l'importance de ces endroits dans l'islam. Les pèlerins ont été conduits sur la grotte où Mohamed, paix et salut sur lui, a reçu les premiers versets du Saint-Coran par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Il est souvent important de faire visiter les pèlerins les lieux saints de l'islam afin qu'ils comprennent que Mohamed, paix et salut sur lui, a rencontré d'énormes difficultés pour que l'islam soit propagé et compris. Alhamdulillah, nous sommes présentement sur ce lieu qui se nomme Jabal Oussaou. C'est un endroit où le prophète, paix et salut sur lui, et son ami Abou Bakr Siddiq ont trouvé refuge avant de trouver le chemin de Médine. C'est donc cette colline en face. Ce lieu doit servir de motivation de chacun des musulmans d'ici et ailleurs afin de se surpasser dans la bonne pratique de l'islam comme l'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je profite de cette occasion pour implorer le Tout-Puissant afin qu'une paix durable puisse régner dans notre pays. Après avoir terminé le Hajj, avant notre retour au pays, nous avons pris l'initiative de venir montrer quelques lieux saints de l'islam aux pèlerins. Présentement, nous sommes à Arafat en train de leur fournir d'amples explications sur l'historique de ces sites. Et après, ceux qui veulent peuvent escalader la colline pour la visite. Après, on fera une descente sur Ar-Hira. Ce qu'on peut retenir de cette année, le pèlerinage a été comme une sorte de promotion pour nous, car il n'y avait pas assez de pèlerins. Ça fait qu'il n'y a pas eu de difficultés dans le développement du Hajj cette année. Le pèlerinage s'est bien déroulé. Je suis satisfaite de l'agence Al-Ouda. Je fais beaucoup de bénédictions pour eux, qu'ils prospèrent dans leurs affaires. Nous remercions Allah, notre Créateur, de nous avoir permis l'accomplissement du Hajj, qui est le 5e pilier de l'islam. Nous avons accompli le Hajj avec beaucoup de gaieté et de satisfaction. Les explications apportées ont été capitales pour nous durant tout le processus du Hajj. Maintenant qu'on a terminé avec le Hajj, on enchaîne avec les ziyaras. Nous avons validé toutes les étapes du pèlerinage comme il se doit, alhamdulillah. Moi, je suis un pèlerin de l'agence de voyage du groupement Al-Ouda. Alhamdulillah, on ne peut que louer le bon Dieu pour cette opportunité qu'il nous a offerte. Et aussi prier le bon Dieu pour qu'il accorde sa grâce aux propriétaires de cette agence. Place maintenant à l'actualité internationale avec Abdou Ouattara. Présente en RDC depuis 1999, la MONUC devient MONUSCO est l'une des plus importantes et des plus coûteuses missions de l'ONU au monde avec 14 100 soldats. Voilà la MONUSCO, elle doit plier les bagages, a déclaré Modeste Bahati Lukwembo, président du Sénat de la RDC, lors d'un meeting devant la foule. Deuxième personnalité du pays, il s'est d'abord plaint de ce que la MONUSCO a passé.
22 ans dans le pays, avec près de 20 000 hommes sans parvenir à ramener la paix. Nous-mêmes, nous allons assurer la paix, la sécurité et l'intégrité du territoire, a-t-il soutenu. Le président du Sénat de la RDC tient ses propos alors que le pays fait face depuis plus d'un mois à la reprise de la guerre avec les rebelles du M23, un mouvement vaincu et désarmé en 2013 par Kinshasa, que les autorités congolaises disent être soutenues en armes par le Rwanda voisin. Des pourparlers ont eu lieu au niveau des chefs d'État rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi sur la question. En 2015, la MONUSCO comptait 19 815 casques bleus. Dans une résolution du Conseil de sécurité de décembre dernier, ce nombre a été réduit à 14 100 soldats de la paix pour combattre la centaine de groupes armés qui déstabilisent l'Est de la RDC depuis près de 3 décennies. Le candidat du principal parti d'opposition au Nigeria a remporté l'élection de gouverneur de l'État d'Ozum dans le sud-ouest, a déclaré dimanche la commission électorale, un revers pour le parti du président Muhammadu Buhari à 7 mois de la présidentielle. Cette élection régionale, la dernière avant l'élection présidentielle, fait figure d'ultime indicateur avant le scrutin prévu en février 2023 dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Le sénateur Ademola Adeke du parti PDP l'a emporté en obtenant 403 371 voix contre 375 027 voix pour le gouverneur sortant Boweyaga Oyetola du Congrès progressiste APC. Selon les données de l'INEC, Adekele, 62 ans, a remporté 17 des 30 zones de gouvernement local de l'État, tandis que Oyetola en a rapporté 13 au cours du scrutin organisé samedi. Peu avant midi, le président Muhammadu Buhari a félicité le sénateur Adekele pour sa victoire. Le peuple d'Ozun a exprimé sa volonté et la volonté du peuple doit toujours être respectée dans une démocratie, a-t-il déclaré dans un communiqué. Dans le centre de Khartoum, des centaines de manifestants hostiles au pouvoir installés après le coup d'État mené en octobre par le général Abdel Fattah al-Burhan ont tenté d'approcher du palais présidentiel. Dans un balai hebdomadaire depuis 9 mois, les forces de sécurité ont tiré des grenades lacrymogènes pour les repousser avant que la vague de protestataires ne revienne comme à chaque défilé. Ces échauffourées dégénèrent régulièrement en violences meurtrières et la répression a fait depuis octobre 114 morts et des milliers de blessés selon des médecins pro-démocratie. Manifestations en guise des affrontements entre les tribus Barti et Hausa se sont affrontées le lundi après que la tribu Barti a rejeté la demande des Hausa de créer une autorité civile chargée de superviser l'accès aux terres. Cette situation a dégénéré et a fait beaucoup de blessés et de morts. En Johannesburg, une fusillade a fait 4 morts. Cette attaque intervient précisément une semaine après 2 fusillades dans 2 bars qui avaient fait une vingtaine de morts. Un groupe d'hommes était assis autour d'un feu et jouait au dé dans une banlieue de Johannesburg samedi soir quand des assaillants sont arrivés et ont ouvert le feu, tuant 4 d'entre eux, a-t-on appris dimanche. Une enquête a été ouverte. Les fusillades sont fréquentes en Afrique du Sud, un des pays les plus violents au monde, nourri par la violence des gangs et de l'alcool. Ils étaient assis, ils ont été attaqués sans raison apparente, a commenté sur place Elias Mawela, le chef régional de la police, décria encore une scène de crime épouvantable. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur Nyata TV.